Du coup, déjà merci d'être là. Je ne sais pas combien on est. J'ai vu qu'il y avait une quinzaine de personnes tout à l'heure quand j'ai regardé, donc c'est chouette. Voilà, l'idée, ça serait qu'on puisse échanger sur les activités agricoles que mène la LPO à travers le programme des terres et des ailes. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir parler de ça et présenter tout ça. Du coup, peut-être avant, c'est ce que je proposais à Audrey, avant que je me lance dans une demi-heure de narration solitaire, j'aurais bien aimé savoir peut-être si vous connaissiez déjà le programme un petit peu, si certains d'entre vous le connaissaient, et enfin voilà, si vous connaissez déjà un petit peu les actions de la LPO dans ce domaine-là, et ça peut être intéressant que, en fait, si vous le connaissez déjà, que je répète pas des choses que vous savez. Enfin voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant d'échanger un petit peu là-dessus. Voilà. Et donc Jean-Paul Berger, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, j'ai participé déjà au programme à Condalier avec d'autres personnes de la LPO Montluçon. Et on a déjà, il y a un an, contacté un paysan sur Cône. On a visité son exploitation. Et puis, bon, on a fait quelques essais par rapport au programme Lombric, etc. Mais on a eu des difficultés. J'ai essayé de les résoudre via la LPO et puis via aussi le muséum qui était à l'origine des programmes et de tout ce qui était le protocole pour les lombrics, parce que ça posait quand même des problèmes. On n'a pas eu de réponse et pour l'instant, bon, c'est pas facile, quoi. En tant que bénévole, c'est pas toujours facile de pouvoir intervenir et puis surtout d'avoir les compétences par rapport à ce qu'ils réclament. Voilà. Enfin, j'ai une idée, on a essayé. Merci beaucoup, Jean-Paul. On pourra reparler un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, je vais en parler de comment on intervient chez les agriculteurs. Est-ce que d'autres personnes ont déjà, je ne sais pas, il y a Gérard. Oui, bonjour. Oui, moi je suis adhérent LPO et je n'ai pas participé, mais je suis actif là, avec l'association Terre de Liens sur le Puy-de-Dôme et sur l'Allier. Donc je suis un peu partenaire sur plusieurs projets de ferme. Et quant au projet, là, je cherche le mot, des paysans et des ailes, j'ai lu le bouquin, enfin je vois aussi le bouquin officiel, là où il y a tous les témoignages de fermes à travers la France. Donc voilà, je connais le programme comme ça de manière, on va dire, superficielle, quoi, en quelque sorte. Très bien. Voilà. Super. Merci. Merci. Alors, Marie-Stéphanie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis toute nouvelle adhérente suite à une conférence en ligne à laquelle j'avais assisté au mois de juin, fin juin. Donc voilà, je connais très peu de choses finalement puisque j'ai assisté juste à une seule conférence. Je ne connais pas très bien le programme, donc voilà, ravie de découvrir. Super, merci beaucoup. Et il y a Claire aussi. Claire. Oui, bonsoir. Je suis donc Claire Testuvier-Laney, j'appartiens à la LPO depuis longtemps. J'ai participé à des, comment dire, il y a déjà tout ce mouvement qui a été fait autour des coquelicots, qui a été important, qui a été aussi une liaison possible un petit peu avec le monde agricole. Il y a des agriculteurs qui sont partis dans l'installation des coquelicots dans leurs champs. Donc ça a été une petite approche, mais une toute petite approche, et je suis preneuse de nouvelles possibilités. Super. Merci beaucoup, Claire. Il y a Guillaume Calu. Oui, bonsoir. Donc, je suis Guillaume Calu du groupe local de Romagna, et en fait au groupe local on avait eu Clément Roland qui était venu nous présenter le programme. Donc, voilà, donc on avait eu une présentation des activités pour justement
aussi relayé avec les plaquettes officielles auprès des agriculteurs avec lesquels on est en contact, puisqu'on met des nichoirs à effet des clochers chez pas mal d'agriculteurs du secteur. Donc ça permettait aussi au passage de diffuser l'information du programme des terres et des ailes. Super. Merci beaucoup. Après, on a Alors, Danelon, Pierre Danelon. Bonjour, bonsoir. Donc je m'appelle Pierre Danelon. Donc je fais partie du groupe local Molusson. Donc je suis retraité depuis 2 ans. Donc j'ai travaillé pratiquement toute mon activité professionnelle dans la Drôme. Et j'étais directeur d'exploitation d'un lycée agricole. Donc je connais un petit peu le monde agricole. J'étais plutôt en horticulture, hein, pour vous préciser les choses. Donc j'étais dans la Drôme et donc je connais un petit peu le programme sans l'avoir, pratiqué, hein. Mais voilà, j'ai des anciens collègues agriculteurs qui ont participé dans la Drôme à ce programme. Et donc là, j'arrive dans l'Allier et donc je m'informe un petit peu de ce qui se passe, on va dire, dans cette, j'allais dire nouvelle région, non, mais c'est la même région. Donc voilà, quoi. Super. Bah, justement, ce sera intéressant. Après, je vais essayer de passer après directement à la présentation et ça sera intéressant parce qu'on va. Enfin, je voudrais déjà commencer par parler d'agriculture. Donc, du coup, ça sera. Moi, j'ai pas travaillé en lycée agricole ou j'ai pas cette expérience-là. Donc, ça pourrait être intéressant de se compléter et d'échanger ensemble sur les points que je présenterai. D'accord. Merci beaucoup. On avait Merci. Sabine qui a disparu. J'avais vu la main de Sabine et que je ne vois plus. Et sinon, on a Catherine. Eh bien oui, Catherine est là, toute neuve sur le sujet, puisque comme Marie-Stéphanie, j'ai adhéré à la LPO, je ne sais plus si c'était juin ou juillet, enfin, c'est très récent, donc, et dans le Cantal, comme Claire, voilà. Et bien, je vais démarrer avec vous. S'il y a des documents en ligne, s'il y a des choses comme ça, ben, ça m'intéresse. Comme ça, je pourrais m'y poser aussi et voir aussi plus globalement le sujet une fois que cette séance sera passée, quoi, pour aider à découvrir tout ça. J'imagine que vous avez des supports. Oui, super. Bah, bienvenue à toi, Catherine. Oui, merci. merci. D'être là. Eh bien, c'est parti alors. Du coup, c'est vrai que je me suis même pas présenté. Donc, moi, c'est Anthony. Je suis donc salarié de la LPO là, dans le département du Cantal. Et en partie sur cette mission là du lien avec les agriculteurs et du contact avec les agriculteurs et des projets qu'on peut développer avec eux. Donc, c'est ce programme là qui s'appelle Des terres et des ailes que je vais vous présenter. Et que j'allais dire, je ne vais pas vous présenter tout seul puisque je démarre aujourd'hui par la présentation un peu générale du programme. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce programme, donc on fera la présentation à trois. Justement, tout à l'heure, c'est Guillaume de Romagna qui parlait de l'intervention de Clément. Donc Clément interviendra dans 15 jours, justement uniquement, j'allais dire, sur la partie dialogue avec les agriculteurs. Parce que, comme on l'a soulevé, effectivement, c'est parfois pas simple. Donc, avant tout, pour parler de ça, donc ça sera la prochaine fois. Et 15 jours plus tard, ça sera Sébastien qui, lui, est en Haute-Loire et qui est référent du programme des terres et des ailes dans la Haute-Loire, parlera précisément et concrètement des aménagements que l'on peut proposer dans les fermes en allant voir les agriculteurs. Donc voilà, en fait, c'est une présentation qui se fera en 3 temps et vous allez voir, ce sera nécessaire si on veut rentrer un peu dans le détail. Donc moi, c'est plutôt une présentation générale qui va se dérouler en 4 temps. Je voudrais d'abord qu'on reprenne un petit moment pour échanger et pour parler du contexte, faire un petit peu un historique sur le monde agricole. Et là, pour le coup, Pierre, j'espère tout à l'heure que tu pourras compléter mes propos
ou me contredire si je dis des bêtises, il ne faut pas hésiter. Justement, on est là pour échanger. Et ensuite, on parlera du programme à proprement parler, de ce que la LPO peut faire pour intervenir et en tant que bénévole ou adhérent, comment on peut agir. Pour commencer par un petit peu le contexte, donc pourquoi on s'intéresse à la biodiversité dans le monde agricole, c'est bien de savoir un petit peu où on en est. Donc du coup, la première idée, c'est de revoir ce contexte-là en chiffres. Je écris une petite boutade, attention au vertige, parce qu'effectivement, les chiffres ne sont pas réjouissants, loin de là. Donc si on commence, je ne vais pas uniquement parler des oiseaux, et d'ailleurs au tout début je voulais parler des insectes. Vous allez le voir, c'est lié aussi bien entendu aux oiseaux, mais c'est intéressant de pouvoir voilà, avoir ces quelques chiffres et replacer ce contexte global. Aujourd'hui, sur cette diapositive qui s'affiche, la moyenne qui est faite, c'est que la population d'insectes, la population globale d'insectes a chuté de près de 40% sur les 10 dernières années. Donc c'est effectivement, on parle, j'allais dire toujours, mais en tout cas souvent des abeilles, mais il n'y a pas que les abeilles, les autres insectes sont touchés aussi par cette érosion de la biodiversité. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces chiffres-là. Les papillons, par exemple, la chute, elle est plus vertigineuse que celle des abeilles, et pourtant on en entend beaucoup moins parler. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir avoir ces chiffres-là en tête. Je vais continuer malheureusement dans ces chiffres, mais on commence par le négatif, on finira par le positif, je vous assure. Toujours sur les insectes, donc la biomasse, en fait, la quantité d'insectes qui se trouvent aujourd'hui sur notre planète diminue de 2,5% par an. Ce qui faisait dire, c'était issu d'une étude qui était parue en février 2019, et le chercheur de cette étude disait qu'à ce rythme-là, si on continuait sur cette perte-là, d'ici un siècle, il n'y aurait plus d'insectes du tout sur la planète. Donc, c'est pour ça que je disais que ces chiffres donnent le vertige, parce que c'est vraiment des chiffres qui sont aujourd'hui dramatiques. L'extinction, toujours pour parler des insectes, est donc 8 fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux et des reptiles. Je passe sur les vertébrés, où les effectifs des populations aussi ont diminué de 60% sur ces 40 dernières années. Donc on est vraiment sur une perte de la biodiversité qui est générale. Et un petit encart sur 2 pays et des études qui avaient été menées, et notamment nos voisins, c'est ceux chez qui on peut le plus s'identifier, c'est les Allemands, où la population d'insectes a diminué de 75%. Sur j'ai plus le pas de temps en tête, mais c'est sur les dernières décennies. Donc 75% de la population des insectes, et on a tous en tête ce souvenir que l'on a sur les pare-brises il y a ne serait-ce que 20 ans, où nos pare-brises étaient pleins d'insectes. Pourquoi je parlais des insectes? C'est parce que, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est lié à la population d'oiseaux, puisque ce sont les proies favorites de beaucoup d'oiseaux. Donc l'érosion la diminution en tout cas des populations d'insectes a un impact sur les oiseaux derrière. Sur ce graphique, on voit les populations, la dynamique de population des oiseaux généralistes et spécialistes, pardon. Ceux qui ont des modes des comportements ou en tout cas des modes alimentaires qui sont soit généralistes et qui peuvent se retrouver dans différents milieux et se nourrir de plusieurs manières, et ceux qui sont vraiment spécialisés sur un milieu. Et donc on voit que ceux qui sont spécialisés sur un milieu en particulier, la régression est plus impressionnante. Ceux qui sont généralistes s'en sortent un peu mieux, puisqu'ils peuvent se rabattre sur d'autres milieux où ils habitent.
sur les oiseaux spécialistes, puisque c'est eux qui diminuent le plus fortement, on vient de le voir, il est intéressant de différencier ces différents milieux. Envers les milieux forestiers s'en sortent plutôt bien, j'allais dire. Ceux des milieux bâtis, là, il y a une vraie chute. C'est tout simplement dû aux travaux de rénovation que l'on peut faire sur nos bâtiments aujourd'hui. On bouche les fissures, on ferme les trous, et on construit des maisons qui sont, certes, c'est bien mieux parce que c'est isolé et c'est énergétiquement beaucoup plus favorable. Donc ça, c'est bien, mais il n'y a plus de place pour des sites de plus de place ou moins de place pour des sites de nidification. Donc on voit la chute. Et le milieu sur lequel on va s'intéresser, c'est ce milieu agricole où là, la diminution est vertigineuse. On est à près de 40% de perte de population d'oiseaux qui sont spécialisés sur ces milieux agricoles. Alors, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, les oiseaux, c'est aussi des témoins, puisqu'ils sont en bout de chaîne, donc vu qu'ils se nourrissent d'insectes et qu'ils sont hyper dépendants des milieux que je viens d'évoquer, leur disparition, ou en tout cas la perte des populations des oiseaux, ça nous indique que nos milieux et les habitats naturels vont mal, et ça nous indique aussi que leur nourriture, donc les insectes ou la petite faune va mal aussi. Donc c'est vraiment un témoin qui est intéressant. Mais le constat qu'on en fait est beaucoup moins intéressant puisqu'on est sur à peu près 30% de pertes des oiseaux qui ont disparu de nos campagnes sur ces dernières décennies. Et il y a donc cet exemple un peu emblématique là qui s'affiche à l'écran, c'est l'alouette des champs qui est vraiment en régression très forte. Avant, elle était sur le statut, sur les listes rouges là, de l'UICN, justement, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Elle était en préoccupation mineure et aujourd'hui, on la retrouve dans la catégorie quasi menacée, alors que effectivement, voilà, c'était un oiseau qui était très courant. Donc, on voit bien la catastrophe qui est en train de se jouer. On parle beaucoup, et je tiens à cette diapo-là, on parle beaucoup des espèces sauvages, et on parle pas ou peu ou beaucoup moins de la biodiversité véritablement liée aux fermes. Parce que le sujet est le même, et aujourd'hui, donc j'ai mis quelques exemples là qui s'affichent à l'écran, on voit que les 3/4 de notre alimentation est assurée par 9 plantes et 5 espèces animales. Ce qui veut dire le blé, le maïs, le sorgho, le mil, le riz, ce sont les plantes. Je crois qu'il y a la pomme de terre aussi, mais ça, je suis pas sûr. Ce sont les plantes qui sont les plus utilisées, et les espèces animales, ben voilà, c'est une espèce de porc, une ou deux espèces de bovins, et les autres ont tendance à disparaître. Et d'ailleurs, entre 2000 et 2014, on avait 100 races d'animaux de ferme qui ont disparu. Donc c'est véritablement un drame non seulement pour les animaux sauvages, mais c'est aussi un drame pour cette diversité agricole. Et c'est vrai que ça, on en parle un peu moins, donc je tenais quand même à le souligner là, parce que ça fait aussi partie de cette diversité génétique, et de la diversité de notre patrimoine rural et de notre patrimoine naturel. J'ai mis une photo de vaches que les Auvergnats connaissent bien, et surtout les Puy-d'Aumois, puisque c'est la Ferrandaise. Et ça a été un exemple intéressant, puisque dans les années, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est 70, cette race avait quasiment disparu. Il en restait quelques dizaines autour de Clermont-Ferrand. Et un groupe de passionnés s'est dit, tiens, on va sauvegarder cette race. Et aujourd'hui, on voit des élevages de Ferrandaises qui naissent et qui ressortent un peu partout. Donc c'est intéressant justement de voir qu'on peut arriver à protéger quand il y a justement une prise de conscience. Et c'est aussi pour ça que je tenais à ces chiffres-là, parce que sans cette prise de conscience-là, on ne peut pas agir. Je pense que là, autour des écrans, c'était des chiffres que vous aviez déjà
à votre connaissance, mais voilà, ça fait toujours, ça fait quand même partie du constat. Je vais finir sur une note beaucoup plus positive avec cette carte de France pour se dire, en tout cas moi j'aime bien me le rappeler, et comme ça je me dis que je me lève tous les matins qu'il y a encore de l'espoir. C'est qu'on voit que pour l'instant, les espèces ne sont pas éteintes, c'est les populations qui se cassent la figure. Donc, ce qui veut dire qu'il y a toujours moyen que les populations repartent en effectif. Et pour cela, on a des exemples qui sont très concrets d'espèces animales qui s'affichent là à l'écran, qui ont, soit par des programmes de protection stricts, soit par des programmes de réintroduction, ont réussi à recoloniser le territoire français. Et on peut citer d'autres exemples un peu partout dans le monde. Je crois que l'espèce la plus emblématique de cette recolonisation, c'est la loutre. C'est aussi celle qui fera peut-être le moins de débat parmi les photos que j'ai mises à l'écran. Mais en tout cas, on voit que la loutre a réussi à recoloniser aujourd'hui quasiment la totalité des cours d'eau de l'Hexagone, alors qu'elle avait quasi complètement disparu, qu'on ne la retrouvait plus que dans 2 ou 3 petits noyaux de population. Et elle a réussi à repartir grâce à un système de protection des habitats et un système de protection strict qui fait que les populations ont pu se régénérer. Et donc, du coup, on voit véritablement que le vivant est bien fait et il peut recoloniser et on peut arriver à restaurer le niveau de population et de diversité qu'on connaissait avant. Beaucoup plus polémique, c'est le loup aussi, mais le sujet est le même. Les habitats sont aujourd'hui plus favorables, il y a plus de proies parce que il y a plus de faune sauvage, d'ongulés en tout cas sauvages dans nos forêts. Donc le loup est revenu tout seul naturellement d'Italie et il recolonise aujourd'hui petit à petit le territoire. Donc quand on a un programme de protection, on arrive à ça. Donc c'est aussi pour ça que la LPO travaille sur ces milieux agricoles, puisque justement on veut arriver à pouvoir retrouver des niveaux de population comme on pouvait connaître avant. La petite question, pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là, ça nous permettra de faire un petit historique de l'agriculture en France, qui d'ailleurs est valable partout dans le monde, justement avec... En reprenant quelques éléments, je vais essayer de faire vite et c'est là où je compte sur Pierre pour peut-être me corriger tout à l'heure si je suis imprécis ou voilà. Mais en fait, le modèle agricole, il a beaucoup changé après-guerre, à partir de 1950. Et on le voit d'ailleurs très bien sur le graphique là qui est à l'écran. Après cette catastrophe, je ne vais pas faire un cours sur l'histoire de la guerre, mais vous connaissez tous ça beaucoup mieux que moi sans doute, mais il y avait besoin de nourrir la France et il y avait besoin de trouver des niveaux de production qui soient élevés. Et donc l'objectif à ce moment-là des décideurs a été de mettre le paquet sur la production pour augmenter les niveaux de production. Et sur le graphique, on voit très bien, donc sur les courbes, on a le maïs, le blé, l'orge, les 3 céréales qui s'envolent à partir des années 50 jusque dans les années 2000 et ça continue. Mais parce qu'il y avait ce besoin de produire et on a choisi ce modèle qui visait la production. Il fallait qu'on retrouve une autonomie alimentaire qu'on avait perdue. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il a été choisi? Eh bien, des intrants chimiques, des machines. Donc, on a fortement mécanisé, on a fortement, j'aime pas ce mot, mais je vais le dire quand même, modernisé l'agriculture pour arriver à des niveaux de production qui soient beaucoup plus élevés. Dans le même temps, il y a eu aussi beaucoup d'actions qui ont été faites sur des remembrements, sur des changements et des agrandissements sur les exploitations. Donc là, on le voit sur cette diapo, le nombre d'exploitations entre 1970 et 2010 a beaucoup grandi. En tout cas, la surface des exploitations, des fermes ont grandi, mais le nombre d'agriculteurs, lui, a diminué.
Et ça, c'était dû au fait que, voilà, on avait changé de modèle agricole. On était parti sur quelque chose de mécanisé qui demandait moins de main-d'œuvre et qui favorisait des parcelles de plus grande taille pour pouvoir avoir des cultures voilà, plus importantes. Ce que je dis là, et j'insiste bien là-dessus, c'est un constat, c'est ce qui s'est passé. C'est pas un jugement. Ça s'est passé comme ça et à mon avis, ça devait se passer comme ça après-guerre, puisque effectivement, on avait ce besoin de nourriture. Donc, c'est pas un jugement sur le passé. Il fallait, enfin voilà, ça s'est fait comme ça. C'est comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on regarde ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Je parlais des remembrements et ça c'est pour faire le lien avec les habitats qui ont disparu. Tout à l'heure il y avait les engrais et les pesticides, donc on le sait que ça a été la cause de mortalité de beaucoup d'insectes. Et on a aussi donc tout ce qui était remembrement et transformation des prairies. Les prairies naturelles ont donc reculé de 4,4 millions d'hectares depuis 1970. Et les haies ont été rasées dans beaucoup de régions. Le bocage a été rasé dans beaucoup de régions pour faire place à des plaines qui soient facilement mécanisables. Donc, ce qui était estimé, là, c'est une perte annuelle d'environ 45 000 km de haies entre 75 et 87. Donc c'est colossal et ça explique effectivement ces catastrophes que l'on retrouve aujourd'hui. Notamment sur le bocage, ça m'évoque la pie grièche qui était présente, la pie grièche grise qui était présente partout en France il y a quelques décennies et qu'on retrouve aujourd'hui plus que chez nous dans le Massif central. Et c'est en partie dû à ça, la perte de sa nourriture et la perte de ses habitats avec les... Peut-être que vous devez connaître je n'irai plus, ce livre de Rachel Carson qui s'appelle Le Printemps silencieux. Et justement qui a été édité en 1962 et qui déjà donnait l'alerte sur les insecticides et c'était notamment le DDT qui était visé. Donc véritablement, on voyait déjà à cette époque, il y avait certains scientifiques qui donnaient déjà l'alerte. Mais alors du coup, malgré cette alerte, pourquoi on ne voit pas, ou on n'a pas vu le changement, ou on ne voit pas le changement dans les pratiques agricoles aujourd'hui? Eh bien, alors peut-être que ma première phrase fera réagir Pierre, mais les formations agricoles et aujourd'hui le monde agricole est organisé dans ce système productiviste et continue dans cette démarche-là en augmentant les tailles des machines, en augmentant les tailles des fermes, des exploitations, des superficies des prairies. Et du coup, on continue cette fuite en avant dans ce modèle agricole. Et du coup, les agriculteurs sont encouragés dans ce sens-là. Les chambres d'agriculture encouragent aussi dans ce sens-là. Même si aujourd'hui, il y a une prise de conscience, notamment sur le bio, il y a toujours ce modèle productiviste et cet agrandissement et qui est encouragé. Et du coup, ces agrandissements-là et ce modèle-là n'encouragent pas à retrouver une cohabitation entre biodiversité et agriculture. Donc on voit là la difficulté. Pour les agriculteurs en tant que tels, là je parlais du système agricole tel qu'il est conçu, pour les agriculteurs en tant que tels, c'est très compliqué et je parle en connaissance de cause puisque ma famille vient de ce milieu-là. Quand on est dans ce système-là, c'est compliqué de remettre en cause ce fonctionnement-là, puisque c'est remettre en cause un travail de toute une vie, c'est remettre en cause ses pratiques, c'est se remettre en cause, donc c'est compliqué. Et puis financièrement et économiquement parlant, c'est très compliqué, puisque tout est lié et les agriculteurs ne peuvent que très difficilement sortir de ces investissements qu'ils ont été poussés à faire. Et puis ça pose aussi la question des prix que l'on paye aujourd'hui. Les agriculteurs
sont devenus des chefs d'exploitation qui produisent certains aliments, ou en tout cas des aliments qui ensuite font partie d'une chaîne industrielle, mais ils ne nourrissent plus directement par la production agricole comme avant, ou en tout cas on est aujourd'hui voilà, sur cette chaîne industrielle qui s'est construite. Donc le modèle est compliqué à bouger parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses comment dirais-je, qui sont liées avec voilà, les exportations. On est dans un monde globalisé, donc revenir en arrière est très complexe. Et pour un agriculteur en tant que tel, pour pouvoir sortir de ce modèle-là, ou en tout cas arriver à changer un peu ses pratiques, ça reste compliqué. Comme je le mettais là, parce que la charge de travail est importante, parce que les gains économiques sont souvent faibles et qu'il est compliqué voilà, de pouvoir faire machine arrière quand on a des emprunts et que l'on doit rembourser ses traites. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important de l'avoir en tête si on veut travailler avec les agriculteurs, de comprendre le modèle dans lequel ils sont pour ne pas forcément leur jeter la pierre, mais au contraire essayer de les aider pour qu'ils puissent arriver à d'autres pratiques. Parce que bien souvent, ils ne sont pas responsables d'être dans ce modèle-là, et ça, c'est véritablement important de l'avoir en tête pour pouvoir discuter avec eux. Je vais passer sur cette partie de constat, et donc du coup, ce que fait la LPO, l'association avait mis en place ou travaillé sur de nombreux sites et de nombreux programmes, donc que ce soit Natura 2000, les plans nationaux d'action, donc autour du Milan Royal, de la Pied-Grièche, du Buzzard-Cendré, ou les mesures agro-environnementales qui étaient cantonnées sur des secteurs géographiques ou sur des zones Natura 2000 ou des espèces en particulier. Et donc la LPO aujourd'hui souhaitait agir de manière plus globale. Donc c'est pour ça que le programme des terres et des ailes a été porté. Donc l'idée, c'est toujours de faire, j'allais dire, comme toutes les actions dans le champ de compétences de notre association, c'est de pouvoir améliorer les connaissances liées à la biodiversité agricole, de pouvoir sensibiliser, et une fois qu'on a sensibilisé, de pouvoir agir. Et donc là, on voit sur cette diapo la plantation de haies sur une ferme. Il est important aussi de pouvoir faire prendre conscience aux agriculteurs de l'interdépendance de la biodiversité et de l'agriculture. Là, on le voit sur les trois photos, on a une mésange et une huppe qui ont des insectes dans leur bouche, et on a la chevêche qui a vraisemblablement un campagnol qui est dans la serre, qui sont en mauvais état. Bon. Les oiseaux sont aussi des auxiliaires de culture. Et donc, les uns sont liés aux autres. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Les agriculteurs ont besoin de cette biodiversité. Et du coup, il est intéressant de pouvoir faire prendre conscience de ça aux agriculteurs. Sur le programme, donc nous avons plusieurs possibilités. Donc c'est soit des aménagements qui peuvent être favorables aux oiseaux, aux insectes à mettre en place sur les fermes, soit des conseils sur les pratiques, et après bien sûr de faire connaître ces différentes actions-là. Donc c'est ce que je disais, voilà. Soit on peut agir sur l'aménagement des fermes avec la mise en place de nichoirs, de haies, de mares, soit agir sur les pratiques pour essayer de changer un peu certaines pratiques. Je pense notamment aux techniques de fauche qui peuvent être mises en place, ne plus faucher vers l'intérieur de la prairie pour ne pas piéger des animaux au centre de la prairie, mais plutôt commencer par le centre pour laisser s'échapper les animaux qui pourraient être dans la prairie au moment de la fauche. Donc voilà, c'est soit sur les pratiques, soit sur les aménagements. Et c'est ce que fait la LPO, ce qu'essaie de faire la LPO. Sur les pratiques agronomiques, ça, c'est pas le rôle de la LPO, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de spécialisé qui sont réservés aux syndicats ou aux associations qui ont cette vocation-là. Nous, on est voilà, vraiment sur de l'aménagement direct envers la biodiversité. On voit les nichoirs sur cette photo.
Donc tout ça, c'est des conseils que l'on peut amener aux agriculteurs qui en général ne coûtent pas grand-chose, en temps comme en argent d'ailleurs, et du coup qui peut être assez facilement mise en place. Et les agriculteurs qu'on rencontre sont assez rapidement convaincus de ces choses-là, puisque d'ailleurs souvent ils nous disent mais tiens, je vois plus d'hirondelles, elles sont passées où? Tiens, j'avais une chouette là qui chantait, je l'entends plus. Les milans qui tournent autour du tracteur, ils les connaissent, donc ils sont assez sensibles à tout ça finalement. Il suffit juste arriver des fois à connecter en se disant oui mais tu sais la chevêche, par an, elle va manger 3000 campagnols. Donc, si tu as un problème avec le ratopier, ben, un nichoir à chouette chevêche sur ton terrain, ça sera peut-être très favorable pour tes cultures. Donc, des fois, c'est juste ça. Tout ce que je vous raconte là, et notamment sur les actions à mettre en place, ça peut être lié à la ressource intéressante de ce site internet qu'on pourra vous redonner par la suite, qui s'appelle desterretdesailes.fr, où on a justement plus de détails là-dessus. Je vais en reparler tout à l'heure. Ce site internet est aussi l'outil pour mettre en avant ce que font les agriculteurs et du coup comment, voilà, pour montrer que ça peut se faire, puisque souvent chez les agriculteurs on regarde ce que fait le voisin avant de le faire nous-mêmes. Donc du coup, ce qui peut être bien, c'est aussi de montrer qu'un agriculteur a mis en place des nichoirs, a planté des haies, tout ça, et comme ça, par l'exemple, le voisin aura envie de faire la même chose. Et du coup, on fait tache d'huile. Et du coup, c'est pour ça justement que voilà, on peut se servir de ce réseau que l'on est aujourd'hui, les bénévoles et les adhérents de la LPO, pour aller sensibiliser nos voisins, les agriculteurs qu'on connaît, ceux avec qui on a un peu une fibre, ceux qu'on ne connaît pas mais qu'on peut arriver à rencontrer. Il ne faut pas se mettre de barrière là-dessus. On est voilà, sur un conseil à apporter. Et donc, c'est justement ce qui est écrit sur cette diapositive. Voilà, c'est le rôle de l'adhérent de la LPO ou du bénévole, c'est d'être le contact de l'agriculteur, de lui proposer quelque chose, puisque lui ne va pas forcément savoir ce qu'il peut faire. Ça peut être de commencer tout simplement par des inventaires naturalistes sur sa ferme, pour savoir ce qu'il a, savoir quel oiseau il a. Ça peut déjà être très intéressant. Déjà, eux, en général, souvent ça les intéresse. Pardon. Et en fonction de ces inventaires-là et des oiseaux qu'on a repérés, ça peut être les aménagements qu'on peut leur proposer, des chantiers participatifs pour planter une haie, pour venir à plusieurs. C'est autant d'actions qui peuvent être assez facilement mises en œuvre sur les différentes fermes. Comment s'y prendre? C'est ce que j'expliquais. Voilà, c'est un agriculteur qu'on connaît, qu'on a rencontré au marché, que d'ailleurs, quand on fait le marché, les producteurs qui sont là, ça peut être le voisin qu'on connaît. Ça peut être assez facile. Après, si vous vous sentez de démarcher des agriculteurs, ça peut être fait aussi. Mais en tout cas, voilà, aller à la rencontre pour discuter, pour échanger. On n'est pas dans un rôle moralisateur, on est dans un rôle d'accompagnement, de proposition, comme c'est écrit, pour valoriser l'existence, qu'ils font déjà, parce qu'il y en a certains qui font déjà des choses, et pour proposer des améliorations. Donc ces améliorations, on en reparlera tout à l'heure rapidement, mais en tout cas, auprès de l'agriculteur, ce que l'on peut lui proposer, ou en tout cas, comment on peut, j'allais dire, l'intéresser, c'est en touchant sa sensibilité. Bon, je parlais des hirondelles tout à l'heure, ils sont sensibles à certaines espèces comme ça. Ça peut être aussi l'intérêt qu'ils peuvent en avoir, entre guillemets. Donc, je parlais de la chouette chevêche et des campagnols, ou des auxiliaires de culture comme les coccinelles pour les pucerons, pour ceux qui ont du maraîchage. Donc voilà, on peut essayer de trouver l'angle d'approche pour l'agriculteur et essayer d'amener comme ça à le sensibiliser et à mettre en place certains aménagements ou certaines pratiques. Sur le site internet dont je parlais tout à l'heure, là vous avez à l'écran l'interface de ce site internet, et donc on a à un endroit des idées d'aménagement. Donc on peut aller chercher, je m'informe sur cet onglet-là, idées d'aménagement, aménagement favorable. On a une autre page où on peut donc choisir
par espèce, par exemple, si on veut faire revenir la chouette chevêche, qu'est-ce qu'on peut favoriser. Donc tout ça est détaillé sur le site internet. Moi, j'en dis pas beaucoup plus parce que c'est Sébastien qui en parlera et qui fera le détail de ça. Voilà, on peut choisir certaines espèces en disant je veux faire revenir des hirondelles, comment je peux faire, l'alouette dont on parlait tout à l'heure. Et sur le site internet, on trouve ces ressources-là. Les pages d'espèces dont je parlais. Donc, sur chaque espèce que vous allez choisir, vous allez avoir une fiche un peu technique qui présente les caractéristiques de l'oiseau en question et de qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement pour le faire revenir sur la ferme. Donc, le site internet est vraiment une ressource importante. On voit sur cette diapositive les 10 fiches aménagement favorables. Donc, elles sont complètement détaillées et vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Moi, j'en parle pas plus, c'est Sébastien qui le présentera en détail. Vous pouvez déjà aller voir sans problème, sans attendre la présentation de Seb. L'idée de valoriser les agriculteurs, c'est aussi voilà, tous les visuels qui sont édités qu'on peut laisser chez les agriculteurs pour montrer, pour qu'ils puissent afficher qu'ils s'engagent pour la biodiversité. Le dernier point, je vois que l'heure tourne grandement, et le dernier point où là, autour des écrans, vous pouvez aussi faire quelque chose, c'est que pour réaliser ces aménagements et pour continuer la mise en œuvre de ce programme d'accompagnement des agriculteurs, eh bien, il faut de l'argent. Il faut des moyens financiers pour pouvoir financer les nichoirs, pour pouvoir financer l'implantation de haies ou les protections pour les busards, par exemple, quand c'est la période de moisson. Et pour ça, la LPO va lancer, donc vous avez l'information en exclusivité, puisque d'ici une quinzaine de jours, la LPO va lancer un appel à dons via une campagne de financement participatif, donc en ligne, qui va s'appeler donc Pour une agriculture vivante. Donc vous avez la diapo juste là. Voilà un peu ce que je pouvais en dire. Donc là, vous pourrez retrouver sur le site LOSO cette plateforme de financement participatif pour faire un don, ou si vous ne souhaitez pas faire un don, en tout cas au moins partager grandement pour qu'on ait le plus de dons possible. Et effectivement, on voit sur la diapo les types d'actions qui sont chiffrées et donc du coup des exemples d'investissements pour lesquels la LPO a besoin de moyens financiers. Voilà ce que je pouvais dire. Je vois que l'heure a déjà beaucoup tourné. Peut-être que je voulais vous montrer une vidéo, mais peut-être que je préférerais vous laisser la parole. Ce sera peut-être plus intéressant. Oui, non, c'était très clair. Merci Anthony pour tout ça. Je me disais donc s'il y a eu déjà des expériences très positives d'actions qui ont été menées chez un agriculteur dans notre territoire ou assez proche, ce serait peut-être intéressant de pouvoir de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a déjà mis en place des choses avec un agriculteur et pour qui ça s'est bien passé. Parce que partir comme ça, bon, bah, j'imagine déjà on n'y va pas tout seul, mais ça ne doit pas être évident et peut-être au préalable rencontrer quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose, ça pourrait être intéressant. Tout à fait. Sébastien et Clément vous le rediront les fois suivantes. Moi, je suis passé assez vite, mais voilà, c'était vraiment plus la présentation du programme général. C'était peut-être pas très concret ce que je vous ai présenté ce soir, mais c'était plus une entrée en matière. Clément, lui, parlera vraiment de ce contact avec les agriculteurs, et Sébastien, lui, présentera vraiment les aménagements concrets qu'on peut faire sur chaque ferme. Donc, j'allais pas leur voler leur présentation, mais effectivement, ils vous le rediront, on peut tout à fait y aller à plusieurs. Je sais que dans le Cantal, là, on a quelques fermes qui s'engagent ou qui souhaitent faire des choses. Oui, on peut aller les voir ensemble, on peut les rencontrer ensemble, et puis après, voilà, ça puisse faire un tache d'huile comme ça. C'est vraiment, oui, tout complètement l'objectif. Ouais.
Claire, je crois que tu voulais prendre la parole. Il faut que tu actives ton micro, Claire. Je voulais rappeler quand même que la LPO a mis en place avec des agriculteurs les opérations tournesol depuis déjà de nombreuses années sur des terres bio pour des graines bio, que cela fonctionne pas mal. Il y a même une amélioration encore depuis 1 an. Ce sont les agriculteurs qui nous portent, qui nous tout moins ça s'est fait chez moi l'année dernière. L'agriculteur producteur, un des agriculteurs producteurs nous a apporté la tonne de tournesol qui avait été réservée sur le Nord Cantal. Donc la LPO a déjà mis en place des choses depuis peut-être, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus. Donc ce sont déjà de l'existant. Ça, c'est important. Et moi, je réalise en t'écoutant et en vous écoutant que j'ai un contact avec, sur un petit bout de terrain où il y a de la huppe faciès, où il y a des milans royaux, tout ça, avec des jeunes agriculteurs qui sont arrivés, qui ont 2 jeunes adolescentes scolarisées à Mauriac. Je vais essayer de les contacter et puis voir comment on peut faire une approche. J'ai un petit terrain avec un peu d'herbe, ils ont des ânes, essayer de voir s'il y a moyen d'avancer un petit peu. Mais par contre, le bilan que tu nous as donné sur les insectes, les oiseaux et tout, c'est la petite diversité alimentaire des humains, c'est une catastrophe, quoi. C'est faut réagir autant qu'on pourra, et vite. Peut-être que le bilan des fermetures à cause du Covid va être positif, peut-être faire remonter à minima les espèces. On le souhaite en tous les cas. Merci, merci pour votre travail. Merci Claire. Et effectivement, tu as raison. Je ne reviendrai pas sur le constat parce que j'en ai dit beaucoup. Mais du coup, pour le contact avec les agriculteurs, oui, c'est ça, c'est ceux qu'on peut connaître. Moi, je sais que je fais mes courses au marché. Voilà, les producteurs, je leur en ai parlé. Et il y en a certains qui sont intéressés pour savoir ce qu'ils ont sur leur ferme, et du coup savoir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour faire revenir des oiseaux, comme quel nichoir, les plans pour les construire. Donc tout ça, c'est sur le site et bien sûr, voilà, Sébastien vous en reparlera, mais je pense que voilà, il faut commencer par ceux qu'on peut connaître, les producteurs qui sont autour de chez nous. On a la chance d'être dans une région qui est quand même plutôt rurale, donc oui, on peut arriver facilement à rencontrer des producteurs. Oui, je rajouterais que Catherine, je crois que tu as dit que tu étais nouvellement adhérente. Alors, j'aimerais savoir sur quel secteur. Alors, je suis dans le Cantal, très proche du Lioran. D'accord. À Thiézac, exactement. D'accord. Les Cantalous sont venus en force ce soir, Audrey. C'est ça. Ouais, c'est à cause ou grâce à toi, je ne sais pas. Je sais pas. Non, parce qu'en fait, j'allais dire que du coup, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se rapprocher du groupe local de bénévoles le plus proche. Malheureusement, dans le Cantal, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que oui, il y a eu un groupe, et il y a toujours un groupe, mais qui fonctionne un peu différemment, on va dire. Et du coup, je ne peux pas vraiment donner un contact de responsable de groupe. Mais je ne sais pas si… Voilà. Après, Anthony, si c'est le Cantal, du coup, tu connaîtras bien peut-être des gens qui peuvent… Oui, c'est ça. Tu sais, il y a vraiment des gens exceptionnels en ornithologie et en défenseurs de la nature dans le Cantal. Vraiment exceptionnels. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. L'énergie. Il y a Sabine, je crois. Est-ce que Sabine… Je ne sais pas si ça fonctionne, ce coup-ci, le micro. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Super bien. Bon, oui, je suis sur mon tout petit téléphone portable, mais ça marche. Voilà, moi je suis une ancienne adhérente LPO, mais j'ai participé à pour la Chouette Chevêche avec le parc du Livradois-Forêt. Là, on avait fait un recensement. Et bon, là, surtout, là, ce qui m'intéresserait, comme je suis sur Visconta, donc c'est proche, c'est dans la montagne thiernoise. Je sais qu'il y avait un groupe à Thiers, mais qui n'est plus. J'ai rencontré Georges Sauvestre
à la Cité de l'Abeille, là, quand il y a eu le festival. Parce qu'à vol d'oiseau, je suis à 500 mètres de la Cité de l'Abeille à Visconta. Donc, il y avait eu la LPO avait son stand nichois. Mais j'aimerais savoir quand même s'il y avait des gens plus proches, parce que sinon, Georges Sauvestre, c'est Amber, quoi. Enfin, c'est pas très pratique. Voilà. Je vais répondre du coup, en fait, comme le groupe Cantal, enfin pas vraiment pareil, mais en tout cas, il y avait effectivement un groupe tiers tenu par Annie Deneffle et il y avait une autre personne qui maintenant n'existe plus. N'existe plus en tant que groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inactifs, ils sont encore adhérents LPO, ils font encore des actions LPO. Donc, ça peut être intéressant quand même d'avoir leur contact. Je ne sais pas si tu connais Annie Deneffle ou… Et non, je connais personne, parce que jusqu'à maintenant, je n'étais pas très disponible. Je pense pouvoir l'être plus, parce que je suis vraiment à la retraite. Non, je ne connais pas. Mais est-ce que je peux retrouver ces coordonnées? Non, le mieux c'est que tu m'appelles demain matin sur le standard. Et puis comme ça, je pourrais te donner le contact. D'accord. Ce sera plus simple. Au centre de Clermont-Ferrand. Oui, alors c'est le numéro du standard. C'est pas le centre de sauvegarde, c'est les bureaux en fait. Il y a 2 adresses, 2 numéros de téléphone différents. Donc voilà, moi c'est le standard. Voilà. D'accord. Bon, merci. Et c'était très bien. Mais j'attends les prochaines conférences. Les prochains seront, je pense, plus concrets après, notamment sur les aménagements. J'étais un peu jaloux de ne pas pouvoir vous présenter ça, mais bon. Je crois que j'aurais bien aimé avoir… je ne sais pas si Pierre est toujours là, mais vu qu'il a travaillé en lycée agricole, j'aurais bien aimé avoir peut-être sa réaction. Et je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, je suis toujours là. Ah, super. Oui, ma réaction, donc, ça serait presque trop long pour réexpliquer un petit peu l'évolution de l'agriculture, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Simplement, deux autres choses par rapport aux formations, parce que bon, ça me concerne, naturellement, Bien ça sûr. me concernait. Je pense qu'au niveau des formations agricoles, il y a vraiment une sensibilisation qui est donnée par le monde de l'enseignement par rapport à ces problèmes de biodiversité. Il y a quelques années, c'est vrai peut-être que c'était un petit peu moins abordé. Aujourd'hui, ça l'est. La bio est de plus en plus présente dans les exploitations de lycées agricoles. Donc ça, c'est un fait. Pratiquement, toutes les exploitations ont un petit peu de bio, alors que moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, lorsque je suis passé sur mon exploitation en bio, j'étais regardé de travers, donc c'était compliqué. Et aujourd'hui, c'est accepté. Donc c'est un plus. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de sensibiliser les agriculteurs bio à des actions comme celles que vous avez présentées. Ça c'est plus simple. C'est vrai que c'est plus difficile de toucher les autres. Alors c'est vrai qu'il y a, comment dire, dans le cadre du monde agricole, aujourd'hui, il y a une très forte pression financière qui fait que les agriculteurs courent après le temps, courent après les financements, donc c'est très compliqué pour eux. Il y a eu un impact aussi, mais ça vous le savez, quelquefois négatif de la PAC. Oui. Par rapport à l'évolution des territoires et du parcellaire agricole. Donc, vous parliez tout à l'heure des prairies permanentes. Alors, c'est vrai que ça, c'est très compliqué. Alors, quand on fait des calculs d'assolement et de rotation sur nos parcelles agricoles, quand c'est l'économique qui dicte, donc c'est compliqué, ça complique le système. Donc voilà, quoi. Mais il y a certainement des choses à faire et donc ça, c'est un moyen pour faire évoluer les choses. Par contre, la question que je me pose un peu, c'est la structure LPO, on va dire, administratif, si on peut dire comme ça. Quel lien vous avez avec le monde des instances agricoles
Chambre d'agriculture, les différents syndicats agricoles, pour faire avancer ce projet, quoi. Je sais qu'au départ, ils sont présents, mais est-ce que, comment dire, vous échangez là-dessus avec eux? Parce que je pense que c'est un maillon important de la chaîne, quoi. Oui, alors, juste avant de répondre, je partage complètement les différents constats là, sur le système agricole avec la PAC, les haies, le bocage, les haies, les prairies naturelles. À un moment donné, la PAC disait que c'était de la surface agricole qui ne pouvait pas être exploitée, donc il fallait les détruire pour pouvoir avoir plus de surface. Donc, à un moment donné, je suis complètement d'accord, quand les agriculteurs sont dans une logique de pouvoir s'en sortir, et ben, on choisit le côté économique et du coup, c'est la biodiversité et les habitats qui en pâtissent. C'est pour ça que moi, j'ai cette conviction-là où il faut vraiment faire attention à pas forcément jeter la pierre aux agriculteurs parce que c'est pas forcément de leur responsabilité, mais ils sont pris dans cet engrenage-là. Et ça, je le conçois tout à fait. Et sur les lycées agricoles, c'est clair, ça change petit à petit. Nous, on travaille d'ailleurs beaucoup avec les lycées agricoles sur des présentations, sur des différentes parcelles qu'on peut avoir, des fois sur des aménagements où on travaille avec eux pour que ce soit les élèves des lycées agricoles qui fassent les aménagements. Donc avec les lycées agricoles, ça, on travaille très bien aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus ce niveau de sensibilisation. Sur les autres représentants, on va avoir des syndicats qui sont plus proches de l'environnement comme l'ADR ou la Confédération paysanne avec qui on va arriver à travailler sur de l'accompagnement des agriculteurs ou voilà, les rencontres qu'ils peuvent faire. Souvent, ils font appel à nous pour qu'on puisse intervenir, qu'on puisse échanger avec les agriculteurs qui sont accompagnés par leurs services. Avec la chambre d'agriculture, c'est plus complexe parce qu'on n'est pas dans les mêmes logiques, parce que ça va dépendre après, ça va dépendre des personnes, que ce soit les élus ou les techniciens. Bon, voilà, ça reste encore, je trouve, assez compliqué. Effectivement, c'est ce que disait Pierre, hein, ceux qui sont déjà dans une démarche d'agriculture bio ou déjà un petit peu sensibilisés, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais. Il y a Guillaume Calu qui lève la main. Oui, moi je voulais juste inviter les personnes clermontoises et alentours aussi à ne pas hésiter à nous rejoindre sur le secteur de Clermont, parce qu'on a 2 projets sur Clermont et alentours qui sont liés justement à l'agriculture, à la biodiversité, alors qui ne sont pas directement la nature et des algues, mais qui sont financés par le conseil départemental via le budget éco-citoyen. Il y a le projet d'Aurélien Picot sur les alentours de Panza, où il met pas mal en place justement de nichoirs et d'infrastructures pour la vie-faune et sur des territoires justement qui sont en partie agricoles extensifs. Et on a aussi le projet de favoriser les rapaces en lutte contre les campagnols, donc en amont de l'arrivée des campagnols plus bas que sur le plateau, où là on est en train d'achever la construction et la future mise en place de perchoirs, donc on aura besoin demain aussi. Et de ce côté-là, s'il y en a qui veulent nous rejoindre sur le groupe local Romagna pour y participer, ils sont les bienvenus. Et du coup, je fais le lien. Les coordonnées du groupe de Romagna se trouvent sur le site internet de la LPO. Ça doit être dans la rubrique « Qui sommes-nous » Voilà, il y a un côté les groupes locaux. Vous cliquez et vous avez les coordonnées du groupe. Voilà. Merci bien. Merci, Guillaume. Alors, il est 20h13. Est-ce qu'on prend une dernière question? Ah bah on la prend si elle est là, ouais. Vu qu'on avait démarré un petit peu en retard. Mais s'il n'y a pas de questions, moi je vais en profiter pour caser ma dernière vidéo que je ne vous ai pas passée, qui dure 1 minute 30. Alors, ouais, bon, au niveau de la connexion, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais, je sais pas non plus, ouais. Voilà, donc au cas où,
merci. Du coup, je vais d'abord dire merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Vous étiez 16, donc c'est beaucoup déjà. Voilà, d'avoir participé, puis de voir aussi qu'il y a déjà des personnes qui connaissent ce programme, qui sont investies. Ça fait plaisir. Et de voir qu'il y a des nouvelles personnes aussi qui veulent s'investir, ça fait plaisir aussi. Voilà, je dis merci aussi à Marie Latulière qui est en partie chargée de vie associative avec moi et qui a fait ce magnifique arrière-plan derrière Jeudi Nature et qui, voilà, c'est elle qui fait tous les envois Jeudi Nature. Donc, une petite pensée pour elle. Je vous invite du coup au prochain Jeudi Nature. Du coup, il y en a 3 sur des paysans et des ailes. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment le programme et l'ensemble du programme et de voir globalement comment vous pouvez vous investir. Mais du coup, les prochaines, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, la prochaine, c'est le 30 septembre. Et ce sera sur savoir dialoguer et communiquer avec les agriculteurs. Donc, du coup, là, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, si ça, voilà, apparemment, il y en a beaucoup qui sont intéressés pour poursuivre. Donc, voilà, je vous invite à vous connecter le jeudi 30 septembre. J'en profite aussi pour dire que tous les replays des Jeudis Nature, parce qu'il y en a eu d'autres avant celle-là, sur les odonates, sur le groupe Veille, sur les araignées, tous les replays se trouvent sur le site, la chaîne YouTube de la LPO Auvergne. Voilà, et puis encore merci, et du coup je laisse à Anthony le plaisir de conclure. Et alors, oui, merci à vous d'avoir participé. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu dense ce que je vous ai apporté. J'espère que ça restait quand même assez compréhensible. Et j'aurais voulu, là, juste pour terminer, vous passer donc elle dure 1 minute 30, la vidéo qui présente l'appel à dons dont je parlais à la fin, là, et que j'espère que vous pourrez partager cet appel à dons. Et du coup, je vais essayer de vous la partager parce qu'en 1 minute 30, elle présente bien tout ce programme et elle présente et puis elle donne une note positive aussi sur l'engagement des agriculteurs. Donc vraiment, je trouve ça chouette. Donc je vais essayer de vous la montrer. Si jamais votre connexion fait que vous ne voyez pas la vidéo, de toute façon, elle sera disponible sur le site internet de la LPO très prochainement. Donc vous pourrez la voir à ce moment-là. J'essaie de vous montrer ça tout de suite. Le but, c'était avant tout de produire un légume bon pour la santé et qui allait être bon pour la terre aussi. Bon, on est en agriculture biologique, c'est pas pour rien non plus, et on essaye qu'il y ait le moins d'impact possible, voire au contraire des actions positives vis-à-vis de cette biodiversité. Les oiseaux qu'on a, les petits passereaux, sont aussi indispensables que mon tracteur ou n'importe quel outil. Pour moi, ça fait vraiment partie d'un tout. Tous ces éléments de biodiversité nous aident d'un côté pour notre métier, notre façon de produire. Et donc, voilà, il faut aussi renvoyer l'ascenseur. En l'observant, la nature, on voit bien qu'elle se débrouille toute seule et que du coup, il y a simplement à l'accompagner. Discuter avec les personnes de la LPO qui connaissent bien ces oiseaux, qui connaissent les périodes de nidification, les lieux de nidification. Qu'est-ce qu'on pouvait faire comme aménagement justement pour contrebalancer un peu les travaux qu'on faisait. Super. Et du coup, voilà, je trouve qu'elle résume assez bien en fait l'engagement de certains agriculteurs
et le soutien que la LPO peut fournir et du coup cette combinaison, ce partenariat qu'on arrive à mettre en place. Et du coup, le programme des Terres et des Ailes, c'est ça en fait. C'est une rencontre entre ces agriculteurs qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas souvent comment le faire, et nous, que ce soit bénévoles, salariés, qui pouvons leur apporter quelques conseils sur des réalisations, voilà, et des aménagements qu'ils pourraient faire. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin du coup. On a perdu Audrey ou Audrey est toujours là? Non, non, je suis toujours là. Ah. Oui, bah, écoute, on va clore là-dessus. Du coup, bah, je vous remercie encore et puis je vous dis au 30 septembre. Je vois qu'il y en a qu'on connaît qui n'ont pas parlé, Anne Citron, Sylvie Lovati, je ne sais pas Ah oui, qui c'est vrai, d'autre. Sylvie. On l'a pas entendu. Ouais. Oui, j'ai pas parlé parce que j'ai quand même un petit peu d'expérience, c'est pour ça. Ah bon. On travaille chez les agricoles de ma commune. D'accord. Et on a mis la municipalité avec nous. Ah bah ça c'est une bonne chose ça. Bon, ben c'est super, ça c'est le genre d'expérience qu'on peut partager, ouais, justement. Ouais. Voilà. Mais il faudrait, enfin, je sais pas. Ouais, il y a beaucoup comment je veux dire, d'incompréhension par rapport à terre et des terres et des ailes et terre de liens. Ah. Souvent, les agriculteurs ne comprennent pas pourquoi il y a les deux. Oui. Terre de Liens, c'est une structure déjà, il me semble. Enfin, Anthony, je te laisse. Mais pour les agriculteurs, pourquoi il y en a deux? Ah, bah le sujet n'est pas du tout le même. Terre de Liens, ils sont sur le foncier et nous, on est sur la biodiversité. Au contraire, c'est très complémentaire. Il y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup, j'en sais rien, mais il y a des fermes où ce sont des propriétés de Terre de Liens et la LPO intervient pour le volet biodiversité. Je suis d'accord, mais ils ne l'ont pas forcément compris. Et je pense que ça, il faut le réexpliquer à beaucoup de bénévoles. Eh ben oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Pourtant, il y avait Gérard qui était de Terre de Liens, et c'est vrai qu'on n'a pas, on n'en a pas trop parlé de Terre de Liens, mais voilà, Terre de Liens est une autre association qui est indépendante et qui travaille sur l'acquisition de bâtiments et de terres pour pouvoir les remettre à disposition d'agriculteurs pour faciliter l'installation. Parce que l'acquisition de foncier, c'est quand même très compliqué. Donc eux, ils sont sur cette partie du foncière, d'animation foncière et d'acquisition foncière. Et donc c'est un vrai complément parce qu'en général, enfin, les fermiers qu'ils installent sur leurs acquisitions, ils sont soumis à une charte environnementale où ils doivent respecter un certain nombre de pratiques favorables à la biodiversité et à l'environnement de manière générale. Du coup, c'est complètement en lien avec ce que l'on fait aussi. Et donc voilà, il y a un certain nombre de fermes où la LPO intervient sur ces fermes Terre de Liens. Pour un petit message pour Catherine qui habite juste à côté, il y a une ferme à Thiézac où justement je dois retourner les voir prochainement. Donc on pourra, je peux tout à fait, je te redirai, mais on pourrait tout à fait y aller ensemble. Oui, je connais ça, la Molède. C'est ça, exactement. Ok, merci. Et du coup, ouais, je rebondis. Moi, ça me faisait vraiment penser à quelque chose, enfin une idée qui me vient, c'est effectivement de créer des sortes de tuilage, c'est-à-dire de rapprocher les personnes qui veulent s'intéresser à ça, s'impliquer dans ce programme, avec quelqu'un qui connaît, soit un salarié, soit un bénévole, en fonction du territoire. Mais voilà, une sorte de tuteur, en fait. Enfin, c'est l'idée qui me vient. Bonne idée. Oui. Bon, peut-être merci à tous d'ailleurs. Et puis, j'espère à très bientôt. En vrai. Voilà. Merci à tous et puis au 30 septembre ou éventuellement après, je vous invite du coup à vous rapprocher de la LPO, d'un salarié, d'un bénévole, d'un groupe local pour apprendre encore plus.
Merci à toi, Audrey, pour cette animation. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À très bientôt.